Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Éco. Bonjour Florence Verzelaine. Bonjour Vicky. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, le leader mondial des logiciels 3D. C'est parti pour un échange sans détour. Quand on entend le nom Dassault, on pense immédiatement aux avions, aux Rafales, et pourtant Dassault Systèmes, ce sont des logiciels. Comment est-ce que vous expliquez à quelqu'un qui n'est ni industriel ni ingénieur ce que vous faites ? C'est une très bonne question parce que ça m'arrive très souvent. Et ce que nous faisons, nous, chez Dassault Systèmes, ce sont des jumeaux virtuels. Le jumeau virtuel, c'est la représentation dans le monde virtuel d'un objet physique pour innover, faire de l'ingénierie, de la simulation ou de la production de ces objets. Donc en gros, on teste, on fait des essais dans le virtuel, dans l'ordinateur, pour ne pas faire d'erreur dans la réalité. Exactement, avant de produire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez tester un avion, vous n'avez pas la possibilité de créer tous les incidents qui peuvent se passer dans le ciel. Mais dans le monde virtuel, vous pouvez les tester. Quand vous créez une nouvelle voiture électrique et que vous voulez voir ce qui se passe quand elle rentre dans un arbre, vous pouvez essayer toutes les configurations dans le monde virtuel sans avoir à cracher 10 000 voitures. Vous êtes aussi présent dans le domaine de la santé. Vous parlez de la fille d'un collaborateur qui avait un problème cardiaque. Vous avez reproduit son cœur, c'est ça, dans l'ordinateur, en virtuel, pour que les chirurgiens puissent s'entraîner dessus. La fille de notre collaborateur avait un problème cardiaque et Steve, un ingénieur, s'est dit que si les médecins n'arrivaient pas à trouver une solution, peut-être qu'en créant le cœur virtuel de sa fille, donc une reproduction virtuelle de sa fille, il pouvait tester les opérations possibles pour voir laquelle permettrait à sa fille de vivre. Ça a permis d'opérer sa fille selon la meilleure configuration et sa fille a maintenant près de 25 ans. On est en train de faire la même chose avec l'Institut Curie pour le jumeau virtuel de la peau. On travaille au jumeau virtuel du cerveau pour la maladie d'Alzheimer. On travaille au jumeau virtuel de l'œil pour les maladies dégénératives de l'œil. Nous sommes en train, peu à peu, de reconstituer le jumeau virtuel de Vicky pour que Vicky vive le plus longtemps possible en très bonne santé. Pas pour me remplacer sur le plateau de télévision. Non, pour que vous ayez encore meilleure mine sur le plateau télé et ne soyez jamais malade. L'intelligence artificielle change énormément de choses. Est-ce qu'elle redistribue les cartes au point de menacer votre propre métier d'éditeur de logiciels ? Alors, non. Parce que chez Dassault Systèmes, nous sommes très vite adaptés. Aujourd'hui, notre recherche et développement, qui représente 10 000 collaborateurs des 25 000 collaborateurs de Dassault Systèmes, utilise l'IA générative pour coder plus vite et mieux. Mais il y a de l'IA dans vos logiciels ? Il y a de l'IA dans tous nos logiciels, dont ceux que vous voyez derrière moi. Quand quelqu'un essaye de créer une jambe artificielle pour quelqu'un, il y a de l'IA. Vous avez scellé une alliance avec un géant de l'intelligence artificielle, NVIDIA. Quel est l'objectif ? L'ordinateur, à terme, il pourra créer une aile d'avion la plus légère possible, sans l'intervention d'un ingénieur ? L'objectif, c'est presque ça. Le logiciel permettra de créer une aile d'avion, un médicament, un nouveau produit, une nouvelle casquette, un nouvel ordinateur le plus rapidement possible pour permettre à l'ingénieur d'avoir accès à toutes les simulations et les meilleures simulations pour prendre la meilleure décision possible. Donc aujourd'hui, nous ne remplaçons pas l'ingénieur, nous lui donnons des super pouvoirs. L'action Dassault Systèmes a perdu plus de 50% en un an et elle touche un plus bas depuis plusieurs années. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que les investisseurs doutent de votre capacité à prendre le virage de l'intelligence artificielle ? Alors je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs sont à un moment clé où pour toutes les entreprises qui font de l'IA et du digital, ils ont du mal à repérer quels seront les gagnants et quels seront les perdants de demain. Comme je disais, la capacité d'une entreprise à adopter l'IA générative pour elle-même, pour coder et apporter des solutions aux industriels ou à leurs clients respectifs est absolument clé. Ce qu'ils se disent, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus forcément besoin de ces logiciels. Parce que l'intelligence artificielle va les remplacer. Alors non, on aura besoin de ces logiciels, mais on aura besoin de ces logiciels différemment. On aura besoin de ces logiciels avec les super pouvoirs d'un agent ou d'un virtual compagnon, comme on les appelle chez Dassault Systèmes, pour vous aider à prendre encore plus vite de meilleures décisions. Votre activité, elle reste très liée aux grands industriels historiques, notamment l'automobile, l'aéronautique.
Quand ces secteurs ralentissent, ça pèse mécaniquement sur vous. Cette dépendance, c'est devenu une vulnérabilité? Alors, je ne dirais pas qu'on est dépendant, parce que sur nos 6,5 milliards, on fait 1 milliard dans l'auto, 1 milliard dans la santé, 800 millions dans l'aerospace and defense, mais on est quand même très diversifié puisqu'on va de l'auto à l'aéro, aux biens de consommation. Mais vos gros clients, ce sont quand même les constructeurs automobiles historiques et l'aéronautique. Je pense que ce n'est pas parce que l'auto va mal que Dassault Systèmes ne va pas croître dans l'auto. Bien au contraire. C'est au moment où Volkswagen était en plus grande difficulté qu'ils ont signé un contrat historique avec nous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quel est le challenge des constructeurs automobiles? Les Chinois sont capables de faire un programme véhicule en 15 mois. Les industriels occidentaux les font généralement entre 30 et 45 mois. Et donc, leur enjeu, c'est de raccourcir tous ces cycles pour aller aussi vite que les Chinois. Au-delà de l'industrie, vous parlez beaucoup de souveraineté. Vous parlez de la défense comme un enjeu majeur. Peut-on simuler une guerre dans le virtuel avant qu'elle n'éclate dans le réel? Alors, on peut totalement simuler une guerre dans le virtuel avant qu'elle éclate dans le réel, mais on peut encore plus aider à créer des objets de défense toujours plus puissants pour être en capacité de rendre l'Europe ou toute autre zone géographique plus prête à une situation de guerre. Oui, parce que ce que vous dites, c'est que la supériorité militaire ne se mesure plus au nombre de chars ou au nombre d'avions, mais à la vitesse de décision. Est-ce qu'on va créer une guerre où l'IA décide et l'humain ne fait que valider? Je pense que l'humain aura toujours un rôle clé à jouer dans les guerres. L'IA permettra aux personnes qui seront en train de piloter un char, un avion, un sous-marin, d'avoir toutes les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions possibles à un moment donné. Et c'est ça ce qu'apporte l'IA. En plus de permettre d'innover et d'aller beaucoup plus vite sur le prochain sous-marin nucléaire du futur, sur tout un tas d'objets de défense. Cette combinaison objet de défense plus IA, c'est ça qui permet à un État d'être beaucoup plus résilient. Et nous sommes en retard en France? Alors, nous ne sommes pas en retard en France sur ce sujet parce que nous avons des grands industriels de défense. Dassault Aviation, Airbus Defence and Space, Safran, Naval Group, des grands groupes qui tirent aussi toute la chaîne d'approvisionnement pour les aider à se digitaliser, à aller plus vite sur leurs nouveaux programmes. Donc on est au même niveau que des armées américaines en termes de technologie et d'innovation? Aujourd'hui, en termes de technologie et d'innovation, oui, mais avec l'IA générative, les possibilités en termes d'innovation, de recherche et de développement, d'ingénierie vont être décuplées pour ceux qui adoptent l'IA générative maintenant. Si l'Europe dépend de semi-conducteurs, de cloud ou de grands modèles d'IA étrangers, est-ce qu'on peut parler d'une souveraineté européenne? L'important pour le pays, c'est d'avoir des alternatives si un des fournisseurs de semi-conducteurs ne peut plus produire. Et donc d'avoir une chaîne d'approvisionnement résiliente. Après, il y a un enjeu fondamental qui est celui des données. Depuis 2018, aux États-Unis, nous avons le Cloud Act. Le Cloud Act, ça veut dire qu'une donnée sur un cloud américain peut être... Si le gouvernement américain demande à y avoir accès, l'entreprise est obligée de le donner au gouvernement américain. Et quand il s'agit des données de défense, des matériels de défense, mais aussi des données de santé des citoyens, des données des centrales nucléaires d'EDF, il est important que nous les mettions dans des environnements souverains, dans lesquels... C'est le cas maintenant, elles sont en Europe, ces données? Ces données sont de plus en plus dans des environnements souverains parce qu'il y a de plus en plus de clouds de défense souverains européens qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, nous, avec notre filiale Outscale, nous avons développé un cloud souverain qui justement est un environnement totalement souverain pour la France. Demain, est-ce que les entreprises vont gagner de plus en plus d'argent avec de moins en moins de salariés? Je ne sais pas. Grâce à l'intelligence artificielle. J'espère que demain, les entreprises gagneront de plus en plus d'argent et qu'elles pourront le réinvestir dans toujours plus de recherche et développement. Je pense qu'elles n'auront pas moins de salariés. Je pense qu'elles auront des salariés avec des super pouvoirs. Bien, c'est la transition parfaite pour parler de vous. Comme objet qui change votre vie, vous avez apporté une casquette. Pourquoi ce choix? Ma casquette, tous les matins, je cours. Et le moment où je cours tous les matins, c'est le moment qui est mon moment à moi, qui me donne de l'énergie pour toute la journée
et qui me donne plein d'idées. Quand vous étiez enfant, vous vous seriez imaginé à la tête d'une grande entreprise comme Dassault Systèmes? Alors non, je ne me serais même pas imaginé vivre à Paris. Vous veniez d'où? Alors j'ai grandi en Picardie, puis à Metz, en Lorraine. Et Paris, ce n'était pas une option à l'époque, vous vouliez rester à la campagne? Alors non, je ne voulais pas rester à la campagne. Ça me semblait juste tellement plus grand, tellement différent. Mais je suis tellement heureuse d'y être aujourd'hui. Vous vous présentez parfois avec beaucoup d'ironie comme la ratée de votre famille. Pourquoi? Alors mes 2 frères ont fait l'école normale supérieure d'Ulm. Mon grand frère a longtemps fait de la physique quantique avant de faire du cirque. Et complètement changé d'orientation à l'âge de 35 ans. Et mon petit frère est mathématicien. Et le rêve de ma mère, que je salue si elle m'écoute, était que mon grand frère fasse Polytechnique et que grâce à lui, j'aille au bal de l'X et que j'épouse un polytechnicien. Ah oui, donc c'était choisir un mari qui avait fait de bonnes études. C'était son objectif, alors que vous avez un parcours académique exceptionnel. Polytechnique, les mines, 5 langues parlées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire? Ah oui, la cuisine. Incapable de faire un gâteau réussi dans un four. Moins de 20% des filles en prépa scientifique, alors qu'elles sont aussi bonnes que les garçons en maths. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est à vous et nous, Vicky, de bouger les lignes et de dire à toutes les filles que c'est absolument génial d'aller en école d'ingénieur. Que les meilleurs métiers, ou qu'en tout cas des métiers exceptionnels sont là. Et je pense que c'est à toutes les femmes ingénieures de communiquer ce message à toutes les jeunes filles qu'elles rencontrent. Et sinon, dans votre carrière, il n'y a rien que vous auriez fait différemment? Vous n'avez eu aucune déconvenue? Alors si, bien sûr, j'en ai eu plein, comme tout le monde. Il y a des postes que j'ai acceptés que je n'aurais pas dû accepter parce qu'on m'avait dit que ce serait bien pour ma carrière. Et en fait, je m'y suis profondément ennuyée. Je pense que si c'était à refaire, je ne ferais plus que des choses qui m'amusent. Quelle idée fausse les gens ont-ils de vous? Je ne sais pas, je pense que peut-être que certaines personnes me trouvent inaccessible. Ou certaines personnes n'osent pas me parler. Parce que vous pouvez faire peur Parce que mon titre peut faire peur. Et vous les encouragez à venir vous voir? Alors, j'ai des collaborateurs qui osent me faire des critiques. Probablement pas assez, mais certains osent, oui. Et vous les prenez en compte? C'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait réfléchir? Alors, je pense qu'il n'y a rien de plus important qu'une critique ou une critique bienveillante, parce que c'est ça qui vous fait progresser. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère, quelques questions tac au tac. 1 heure de réveil? 6 heures. Donné ou instinct? Instinct. Ce qui vous aide dans les moments de doute ou de stress? Mes équipes et la course. La leçon que vous auriez aimé apprendre plus tôt? Avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et en fait, je pense qu'on est bon pour faire quelque chose uniquement quand on est heureux de le faire. Une phrase que l'on vous répète trop souvent? Sois plus calme. Et vous essayez d'être plus calme ou c'est quelque chose qui n'est pas possible pour vous? Je médite 10 minutes par jour tous les soirs. Votre plus beau voyage? Le prochain. Et ce sera où? J'espère au Brésil. Merci à vous, Florence Verzelen, d'avoir été notre invitée. Merci, Vicky. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et je vous propose de terminer cette émission par une photo souvenir. Avec plaisir.